En fait, si vous voulez, l'enquête, elle se fait en fonction des événements qui sont portés à la connaissance des enquêteurs. On adapte la façon dont on travaille. L'idéal, évidemment, quand vous êtes sur un cas comme ça, c'est d'interpeller tout le commando. C'est-à-dire que le travail de police judiciaire, il vise à identifier donc les 4 membres là, du commando et puis à les prendre en même temps. Parce que vous ne savez pas, par définition, où se trouvent les bijoux. Donc vous maximisez les chances de tomber dessus si vous prenez tout le monde. Là, on voit bien que les interpellations, elles se succèdent, mais il n'y a toujours pas de bijoux. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a été contraint de s'adapter en fonction notamment de la volonté de départ en Algérie de l'un des auteurs. Quand il part, d'une part, vous ne savez pas s'il part ou pas avec les bijoux, vous n'avez aucune certitude. Vous savez en revanche une chose, c'est que s'il part, vous le perdez. Parce que vu l'état des relations diplomatiques avec l'Algérie, vous n'avez aucune certitude, même avec un mandat d'arrêt international, que le ministère de l'Intérieur là-bas fasse ce qu'il faut pour l'interpeller. Donc ça a enclenché cette dynamique d'interpellation. Ensuite, les enquêtes suivent leur cours, et puis il y a cette nouvelle vague d'interpellation, avec un auteur lui aussi confondu par l'ADN, et puis le reste, c'est le cercle autour des suspects principaux. C'est-à-dire ça va être des personnes de la famille, de l'entourage, des gens chez qui il réside, et il va falloir essayer de recouper les informations. Les 2 pistes restent encore sur la table, c'est-à-dire soit l'acte d'opportunité de braqueurs de cité, de gens qui n'ont pas forcément un profil de grand banditisme. Ça, c'est si on se base sur le mode opératoire, qui n'est pas nécessairement si extraordinaire que ça, de faire la fenêtre à la disqueuse, de partir sur des scooters T-Max. Ça peut montrer une forme d'amateurisme aussi quand ils font tomber la couronne, quand ils laissent de l'ADN absolument partout. Et puis, il y a la piste du commanditaire, c'est-à-dire avec quelqu'un qui a un réseau structuré et donc la possibilité d'écouler le butin, parce qu'il sait déjà où ça va aller avant qu'il ne passe sa commande. Maintenant, ce qui est étonnant, si vous êtes le commanditaire d'un casse comme ça, c'est d'aller recruter une équipe qui fait autant d'erreurs. Parce que vous pouvez mettre le prix, si vous voulez, pour avoir des gens qui vont faire le boulot mieux, et puis qui, en se faisant attraper et potentiellement en parlant, vont donner des informations qui pourront remonter jusqu'au commanditaire. Donc cette piste-là, elle n'est pas forcément si évidente que ça, et même si c'est malheureux à entendre, c'est pas forcément l'amateurisme de l'État et le grand professionnalisme des brigands. On a peut-être tout simplement un musée qui avait une faille de sécurité tellement évidente qu'elle a été saisie par des gens qui ne sont pas nécessairement des grands professionnels. Il y a cette nacelle qui n'est pas brûlée comme ils avaient l'intention de le faire, et il y a tout l'ADN qui est laissé, quantité de traces papillaires. On voit bien qu'il y a une forme de panique qui t'a laissé tomber la couronne. Donc oui, il y a beaucoup d'éléments qui n'orientent pas vers des grands professionnel. C'est la seule certitude qu'on a. On ne peut pas dire aujourd'hui, il y a un commanditaire, il n'y en a pas. Mais ça nous donne quelques tendances. Ça peut quand même orienter aussi vers la possibilité que ce ne soit pas des grands professionnels.